Bonjour à tous, bienvenue à tous et toutes pour ce premier moment autour des vies avec des plages. Un événement que le collectif Plage Vivante Humanité Environnementale organise depuis quelques mois maintenant. Un bébé a eu le temps de naître entre-temps. Nous sommes très heureuses de vous recevoir, étrangement à distance, ce qui bouleverse nos gestes d'hospitalité, mais j'espère que votre café et votre thé n'en sont pas moins chauds. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais d'abord souhaité remercier l'UMR Amur qui nous accueille dans ses locaux ainsi que Séverine Julien qui nous épaule depuis le début pour organiser cet événement dont les formats mouvants chaque mois n'ont pas altéré sa bonne humeur et son efficacité. Je remercie également Rosane Cosotti qui a rejoint depuis quelques jours l'équipe organisatrice et qui a effectué son stage de M2 au sein du collectif Plage Vivante Humanité Environnementale. Humanité environnementale, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu ce terme. Alors nous aurions pu introduire nos échanges en vous disant ce que sont les humanités environnementales ou les humanités écologiques, pour celles et ceux qui en ont proposé une conceptualisation, comme par exemple l'ethnologue écoféministe australienne Deborah Bird-Rose. Nous aurions pu introduire ce que nous pensons qu'elles sont, ces courants, ces controverses, mais nous préférons les aborder de façon plus humble et ouverte, en vous donnant d'abord à lire l'émergence de la dynamique de recherche qui est à l'origine de ces 2 journées d'études, au travers de l'histoire, ou la petite histoire de notre rencontre à toutes les 3, et de celle du projet Plage Vivante. Et ensuite, en tentant de montrer comment les plages, qui nous rassemblent aujourd'hui, orientent et construisent notre regard autant que le font nos formations de recherche, intellectuelles, académiques et pratiques. Et c'est ainsi que nous avons conçu ces journées comme un espace de rencontre et d'émergence d'une réflexion inspirée par l'exploration des formes de présence et d'être au monde, de, dans et par les plages. Nous partageons l'idée de faire de la recherche une croissance. Alors je commencerai par les petites graines qui ont germé et leur contexte bien particulier. Cette recherche commence par une histoire d'amitié entre écologues. Ma formation initiale, l'écologie scientifique, a construit une amitié sur le terrain, en mer d'Iroise, à compter dans des quadras des plantes du littoral et à descendre des falaises pour baguer des craves à bec rouge. Des expériences fortes, presque initiatiques, que m'ont offertes Isabelle Leviol et Christian Kerbiriou. Elle m'amène une dizaine d'années plus tard, alors que j'ancre mes recherches dans les humanités environnementales, après une formation académique en art puis en éthique environnementale, à participer au projet de recherche Plage Vivante, porté par Isabelle et Christian, depuis 2018, grâce notamment au soutien de la Fondation de France. Puis c'est une autre amitié, celle de Marine Legrand, qui va me rapprocher de mes 2 collègues actuels anthropologues de l'environnement et qui forment avec moi ce collectif Plage Vivante Humanité Environnementale depuis 2 ans. Alix Levin, socio-anthropologue, et Florence Revelin, anthropologue aussi. Nous venons toutes les 3 du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Nous avons toutes les 3 un fond commun, un caminou. Alors, petit aparté ici, pour celles et ceux nombreux, j'imagine, et nombreuses qui n'ont jamais entendu parler de caminou, Caminou, du laboratoire Cogitamus, représente la part collective, irréductible de notre travail de construction, de critique et de consolidation des savoirs. La valeur de la recherche se mesure à son appropriation collégiale dans le partage, le dialogue et la controverse, autant de pratiques dont Caminou est le nom. Et si je prends ce chemin de traverse aujourd'hui, à venir vous présenter cet héritage collectif que nous défendons, c'est qu'il est en péril. Aujourd'hui, 10 décembre 2020, est un jour de grève, de révolte, d'indignation face au contexte sécuritaire dans lequel nous tombons, mais aussi face à cette loi de programmation de la recherche qui repose sur un budget insincère, qui accélère la précarisation, ferme les horizons de la recherche aux étudiants et aux étudiantes, aux jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, et qui aggrave les inégalités territoriales. Nous portons donc toutes les 3 un héritage commun, peu verbalisé jusqu'à l'occasion de cette autre introduction, mais qui nous lie de façon particulière au monde vivant non humain, au plus qu'humain, et aux savoirs naturalistes qui se sont construits aussi bien dans les sciences biologiques et écologiques qu'en anthropologie. Nous partageons également une familiarité, un goût à travailler dans des contextes interdisciplinaires, tant avec les sciences de la vie qu'avec les autres disciplines des sciences humaines et sociales. Sans prétendre être nous-mêmes des naturalistes, nous avons cette attention commune dans nos enquêtes à observer, percevoir, décrire, étudier ces présences qui peuplent le monde et jouent un rôle actif dans la communauté des humains. Avant d'aller plus loin sur ces épistémologies scientifiques en pleine transformation par ce regain de considération envers la nature,
provoquées notamment par les crises écologiques, nous souhaitons souligner ce qui nous lie également méthodologiquement. Nous pensons que l'étude de la compréhension de la complexité du monde peut particulièrement se faire via des méthodes d'enquête ethnographique, des méthodes qualitatives qui allient traditionnellement l'entretien, l'analyse des discours, et l'observation participante, voire la perception participante, qui analyse les interactions, des pratiques à partir du regard situé de la chercheuse. Or, depuis quelques années, un tournant épistémologique et méthodologique opère dans les enquêtes ethnographiques par les apports du monde de l'art et l'attention des enquêtes multi-espèces. Nous y reviendrons précisément. Nous avons également un intérêt commun pour le sensible et l'expérience. En effet, l'enquête qualitative de type ethnographique permet de capturer une composante humaine importante, souvent éliminée des sciences comme de la métaphysique moderne, à savoir notre sensibilité, qu'elle soit individuelle ou collective. Nous faisons référence tant aux émotions qu'aux sensations, tant aux affects qu'à l'imagination, tant aux notions de présence qu'aux notions de place et de partage du sensible. Nous faisons également référence à ce qui nous meut et nous mobilise à l'épreuve du réel. Non seulement nous pensons que la compréhension des situations ne peut faire l'abstraction de cette composante si essentielle à la vie, humaine et au-delà, mais nous pensons également que les enjeux écologiques sont une question d'attache, que ce soit sur l'introduction des sociétés humaines au sein des écosystèmes, traditionnellement entendus sous le terme de socio-écosystèmes, ou son pendant sur l'introduction des écosystèmes au sein des sociétés humaines, comme les humanités environnementales les intègrent. Ces liens et ces connexions ne sont pas des lignes d'abstraction mathématique, mais des forces qui relient au sein même de notre matérialité, de notre corporéité. En effet, ces liens que nous pensons précieux sont encore présents, bien qu'ils s'effacent, pressés par d'autres bifurcations du vivant que celles tant discutées de nature et culture, à savoir par exemple celle de l'individu et de son environnement, ou encore celle de corps et d'esprit. Ces multiples partages fractalisent la compréhension du réel, et pour reprendre à bras le corps la complexité du monde, nous explorons chacune, à notre niveau, la notion d'expérience, comme un cadre de pensée intégratif de ces dichotomies corps-esprit, homme-environnement et culture-nature. Ainsi, nos références philosophiques communes vont puiser chez Alfred Whitehead et l'école philosophique contemporaine belge, Stengers, Delbez, le pragmatisme de James ou Dewey, ou encore la phénoménologie de Merleau-Ponty. Un autre aspect essentiel que nous partageons toutes les trois est une attention particulière à l'épaisseur historique, tant sociale que naturelle. Alix est engagée dans une anthropologie historique de l'environnement depuis de nombreuses années. Elle observe, dans différents contextes sociaux et culturels, ce qui produit socialement la confrontation aux changements environnementaux, notamment sur le plan cognitif. Elle travaille en particulier sur les pollutions terrigènes, l'eutrophisation et les proliférations d'algues. Dans Plage vivante, Alix coordonne la réflexion collective sur l'écologisation de la gestion des estrans, plages et dunes, volet qui sera plus particulièrement développé lors de la journée du 30 mars 2021. Elle nous a par exemple formés, Florence et moi, en mars 2019, au dépouillage des archives communales à la recherche des traces administratives de ces irruptions de non-humains dans les affaires locales, en analysant ces traces comme des témoignages des transformations des sensibilités et des cadrages qui construisent les frontières entre ce qui est naturel et ce qui ne le serait pas, entre ce qui fait ordre et ce qui fait désordre. Florence, de son côté, aborde les patrimonialisations en tant que processus dynamiques qui s'appréhendent et se comprennent dans leur profondeur historique. Ainsi, les cas qu'elle a ethnographiés, à savoir des sites mixtes et des paysages culturels européens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont en fait les archétypes de millefeuilles patrimoniaux, c'est-à-dire de la superposition historique de divers statuts de préservation reposant sur des attributs naturels. Tu veux écouter un peu ? Et immatériels. Ces processus combinent, agrègent et désagrègent des valeurs et des objectifs de conservation, traduits en pratiques de gestion, reliés à des formes d'attachement, des usages et des rapports de pouvoir qui évoluent dans le temps et reflètent à la fois des spécificités locales et des évolutions sociales et environnementales de plus grande échelle. Comprendre
et documenter les dynamiques à l'œuvre dans la production symbolique de ces hauts lieux nécessite ainsi de retracer ces trajectoires entremêlées. Une attention particulière au processus de touristification, c'est-à-dire comment le phénomène touristique modifie de l'intérieur une localité, tant matériellement, socialement, culturellement qu'économiquement. Pour ma part, je suis formée aux sciences évolutives et travaille sur la 6e crise d'extinction de la biodiversité via le processus d'homélisation biotique qui augmente la similarité des communautés vivantes par la perte, l'introduction, mais aussi la transformation des communautés et l'extinction des espèces spécialistes. C'est un changement d'historicité dans le règne des vivants, à savoir que l'Anthropocène marque un basculement considérable par le passage d'un milieu propice à l'enrichissement de la diversité des êtres vivants sur Terre à un milieu propice à leur extinction. Ce processus dans l'histoire évolutive des vivants se retrouve également au sein des sociétés humaines, et face à la disparition de communs, les critiques abondent, et notamment celles portant sur la modernité industrielle et la notion de progrès. Force est de constater que les avancées techniques ne produisent pas d'avancées morales et politiques. Mais comment faire de la critique du progrès autre chose qu'un argument réactionnaire? En bataillant contre la flèche du futur, en reprenant l'histoire à bras-le-corps, proposait Sophie-Vanish. Il s'agirait donc de remettre de la complexité dans notre histoire pour éclairer le présent, en situant la production de chacun des savoirs afin de la délinéariser. Ainsi, s'engager épistémologiquement dans les humanités environnementales demande de nouveaux outillages théoriques, conceptuels, mais aussi de nouvelles pratiques d'enquête. Le projet de croiser nos regards et nos approches singulières a émergé en 2018, en lien avec ma participation au programme Plage Vivante, programme coordonné par Isabelle et Christian Kerbiriou. Plage Vivante est un observatoire participatif de la biodiversité des hauts-de-plage qui s'intéresse à la fonctionnalité des écosystèmes plages à partir des laisses de mer. Et que sont les laisses de mer? À la limite supérieure des flots s'accumule une multitude de débris, du bois, des coquillages, des algues évidemment, des organismes marins, mais aussi des déchets anthropiques, des boîtes de conserve, des filets de pêche et de plus en plus de plastique qui forment la laisse de mer. Ce que nous laisse la mer est à l'image de nos sociétés contemporaines, hybrides et enchevêtrées, influencées par l'impact de nos gestes sur des territoires lointains, sur terre comme sur mer. L'objectif de l'Observatoire Plage Vivante est de proposer et mettre en œuvre des protocoles de suivi de la biodiversité sur les comportements biologiques associés aux laisses de mer, des algues, des oiseaux, des plantes, et qui seraient réalisables par des participants volontaires d'horizons divers, des scolaires, des usagers des plages, des naturalistes, des gestionnaires d'espace. L'Observatoire embarque des objectifs de préservation, prenant appui sur une meilleure connaissance écologique des laisses de mer, ainsi que des objectifs de sensibilisation par sa dimension participative à la richesse de cet écosystème relativement mal connu du grand public. Des plages vivantes. C'est presque un manifeste pour nos collègues écologues qui ont porté ce beau projet d'observatoire. Un manifeste aussi pour un nombre croissant d'acteurs engagés qui tentent de rendre visibles et perceptibles les formes de vie et d'expression qu'elles abritent et rendent possibles. Gestionnaires parfois, médiateurs souvent, artistes aussi. Tous amateurs au sens premier du terme, comme celui ou celle qui aime. Nous rencontrons certains et certaines aujourd'hui. Il y en a sans doute aussi parmi vous qui êtes venus nous écouter. Nous en découvrons d'autres le 30 mars prochain, lors de notre deuxième journée qui, nous l'espérons, se fera réellement en présentiel, avec des intervenants et un public de chair et d'eau. Donc rendre intelligibles, rendre perceptibles ces formes de vie et ce qui les relie, c'est sans doute ce qui nous a amarrés au sein du groupe Humanité environnementale. À cette initiative, ce qui nous a poussé à engager un ensemble de travaux de recherche que nous allons brièvement aborder maintenant par la voie d'Alix et surtout à vous proposer ces journées. Il s'agit ainsi pour nous de questionner la plage comme un espace, comme forme et comme mouvement, comme lieu de vie. Notre proposition est d'aborder sur la base des méthodologies qualitatives que nous avons évoquées, les faisceaux de relations entre humains et non humains, vivants et non vivants, qui se tissent, composent et reconfigurent et configurent les plages. Entre autres choses, notre attention s'est portée sur l'évolution des relations complexes entre substrats sableux et laisses de mer, tout en dialoguant à des échelles bien supérieures pour comprendre comment les changements globaux, l'extraction, modification d'usage des sols,
d'intoxication, plastification planétaire, de défaunation massive ou encore des variations climatiques actuelles, impactent aujourd'hui les plages et pourraient s'observer et s'analyser à partir de ce que laisse la mer. À toi, Alix. Merci Joanne. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les premières ni les seules à nous intéresser aux estrans. Les estrans ont une histoire, ils ont des histoires, y compris sur le plan scientifique. On peut revenir, je vais le faire brièvement, sur quelques-uns des travaux en langue française qui ont été particulièrement marquants et qui constituent une matrice à partir de laquelle on peut s'équiper pour poncer les plages aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'entre nous, je pense, d'entre vous, d'entre nous, qui ont en tête le livre assez lumineux que l'historien des sensibilités Alain Corbin avait consacré il y a quelque temps déjà à la transformation des représentations des rivages, en étudiant notamment ce qui se passait sur les plages en Europe de l'Ouest au XVIIIe et au XIXe siècle. Corbin y rendait compte de l'émergence du littoral comme lieu romantique par excellence, comme lieu de purification, d'introspection, et ça se faisait, selon lui, par la confrontation à l'immensité, à l'énergie désertique, on pourrait dire, qui se dégage de ces lieux. Mais il comptait aussi la façon dont cette construction d'un imaginaire qui était initialement circonscrit aux élites, cet imaginaire contribuait à stimuler, à ritualiser la fréquentation des plages et à construire dans la longue durée ce qu'il a appelé un désir de rivage. De ce désir qui spectacularise et qui sanctifie à la fois les plages, il reste encore bien des traces matérielles, des traces immatérielles sur lesquelles on peut porter notre attention et dont les travaux d'Elsa Devienne, par exemple, ou de Johan Vincent, nous livrent des échos plus contemporains. Moins connus peut-être, mais tout aussi stimulants sont les travaux qui ont porté sur l'estran comme lieu d'activité laborieuse, d'activité productive, de captation de ressources, de rapport de force, tels que les décrivent par exemple l'historien Gérard Le Bouédec, le sociologue Christian Papineau, l'anthropologue Philippe Jacquin et plus récemment l'historien de l'environnement Jean-Baptiste Fressoz. Et comme le soulignent tous ces auteurs, l'estran, c'est un espace public stratégique et il fait l'objet de formes d'appropriation et de régulation souvent autoritaires et souvent aussi contestées ou subverties. Et comme le souligne par exemple Jean-Baptiste Fressoz dans un article qu'il a consacré en 2015 au droit de coupe du Varec en Normandie à la fin du XVIIIe, s'y joue et s'y négocie de façon particulièrement explicite le périmètre des biens communs, mais aussi la définition des activités productives les plus légitimes, mais aussi les normes d'une bonne gestion, je mets ça évidemment entre guillemets, des ressources marines et littorales. Et les plages sont ainsi depuis longtemps des plages politiques, dans le sens le plus épais du terme, c'est-à-dire qu'elles appellent à observer autrement tous ces panneaux qui avertissent, qui interdisent, ces balisages et ces sentiers qui canalisent, ces aménagements qui délimitent, ces engins qui tractent, qui tamisent ou qui ramassent. Notons au passage l'ancienneté, la profondeur historique de ces guerres des algues qu'évoque Philippe Jacquin. Et en prenant acte d'emblée de la complexité de ces régulations toujours situées, de ces gestions des confins, de ces gestions des interfaces, c'est d'ailleurs par un appel assez fort, assez vibrant à une interdisciplinarité élargie que Gérard Le Bouédec introduisait son article programmatique consacré à l'histoire sociale de l'estran français. La troisième famille de travaux qui nous paraissent importants à mentionner ici, c'est celle qui traite des plages d'après leur mise en tourisme. Alors les travaux de Jean-Didier Urbain, que vous connaissez peut-être, y occupent pour nous une place particulière. Pourquoi ? Parce qu'ils questionnent la persistance de la part de rêve et la possibilité d'un refuge qui continue obstinément de se nicher dans les plages, tout autant et malgré que à cause de la massification du tourisme et de la marchandisation exacerbée de ces lieux. Clara Bretto et Elsa Devienne nous en parleront aussi de cela. Avec les grilles de lecture qui s'offrent à nous aujourd'hui et que Joanne a évoquées, tous ces travaux semblent avoir un point commun. Ils nous racontent une histoire humaine des plages et même une histoire de l'anthropisation des plages qui est aussi celle de leur invention et peut-être, dirait Johan, d'une intrusion multiforme. Cette histoire, elle a bien sûr sa part d'ombre. Les non-humains en constituent parfois le décor, mais rarement le cœur. Les déplacements d'échelle et de focale, qui sont si nécessaires par exemple pour penser le phénomène touristique, restent assez rares dans ces travaux. Et pourtant, ils permettraient de voir et de vivre les estrans sableux non seulement comme des bords, mais aussi comme des débords ou des débordements qui aideraient à dire et à penser globalement la crise écologique.
Or, ce qu'on peut constater, c'est que les recherches sur les socio-écosystèmes dunaires, sur les plages, sur les estrands, connaissent un renouvellement important aujourd'hui, qui est lié d'abord à l'intensification des changements globaux. Bon, on pense évidemment au climat, à l'eutrophisation, à la biodiversité, mais aussi à l'intensification et à la complexification des enjeux de gestion qui se rattachent à ces lieux. Sur les 10 dernières années, en effet, on peut observer une transformation rapide des objectifs et des pratiques de gestion, d'abord, mais aussi de la gouvernance de ces espaces, si on prend une focale plus large. Où on en est aujourd'hui, on est en 2020, ce qu'on observe, c'est que la situation actuelle, elle est marquée par une très forte hétérogénéité dans les interventions, par l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux paradigmes de la gestion, par exemple sur le littoral breton que nous connaissons bien pour certains d'entre nous. On observe en parallèle l'émergence de nouvelles communautés de pratiques qui contribuent à l'écologisation du rapport aux plages. Je pense notamment aux communautés issues des sports de glisse, tandis que s'expriment dans ces milieux de nombreux enjeux sociaux qui amènent à des co-spatialités qui sont fines et parfois excluantes. Alors, les études historiques, anthropologiques, sociopolitiques, esthétiques ouvrent dans ce contexte de nouvelles perspectives parce qu'elles prêtent une attention renforcée à la matérialité des vivants, bien sûr, mais aussi des espaces où se nouent les expériences. Et cette attention à la matérialité participe à alimenter des cadres théoriques qui sont en plein essor, qu'on peut appeler les nouveaux matérialismes et les humanités environnementales dont Johan a parlé. Les recherches qu'on mène sur les milieux marins ont beaucoup nourri, par exemple, la conceptualisation de perspectives décentrées ou polycentrées, jusqu'à l'expérimentation d'enquêtes multi-espèces. Ce sont des réflexions dans lesquelles les travaux de Stéphane Helmreich, qu'on écoutera en début d'après-midi, jouent un rôle particulièrement important. Ces expérimentations, elles vont au-delà des mots. Elles se nourrissent du sensible et de la projection par le corps dans d'autres corps. Lia Rodriguez, dont Julie Perrin évoquera le travail cet après-midi, parle ainsi de devenir bigorneaux, de devenir vers, ou de devenir des êtres infimes dont le nom même ne nous est pas forcément connu et dont les pulsations, qui sont aux confins du vivant, deviennent perceptibles par la résonance du corps. Ces voies d'exploration, elles rappellent à quel point la plage a été, et elle reste, soit de façon hyper visible, soit de façon beaucoup plus discrète, un lieu d'invention de nouveaux modèles de corps. Au XXe siècle, c'est la production d'un corps réifié par l'association du capitalisme et des médias qui émerge sur les plages prises comme décor de Santa Monica à Los Angeles, qu'évoquera Elsa de Vienne, et que l'on retrouve après la Seconde Guerre mondiale en Europe. En Californie du Nord, c'est au contraire une corporalité sensationnelle basée sur les relations à l'altérité dans la diversité des communautés humaines et non humaines qui va se développer, notamment via des communautés bohèmes et qui est réinvestie après-guerre comme technique du corps introspective, ce qu'on a appelé les techniques somatiques. Et ces techniques, elles participent au développement expérientiel d'un modèle de corps relationnel qui s'attache autant à construire des liaisons entre corps et esprit qu'entre individu et milieu, en proposant d'habiter la plage et son rivage de façon moins destructrice pour les écosystèmes. Ces modifications soma-esthétiques, individuelles et collectives, elles s'enchevêtrent également par la transformation massive de l'environnement via des opérations de promotion et des promoteurs privés, comme également par les politiques publiques d'aménagement du territoire et des transports. L'ingéniosité des promoteurs à la recherche de terres à urbaniser publicise la plage et par là même l'opportunité de nouveaux modes de vie associés tant à la santé qu'à la détente ou au loisir. Et si la balnéarisation semble un phénomène global, les relations socio-économiques locales avec l'intérieur des terres agricoles, par exemple, et avec les élites urbaines et les promoteurs, expliquent en partie les trajectoires de, entre guillemets, de développement ou de destruction, entre guillemets également, du littoral, en tout cas à sa transformation. Alors, pour contribuer à ouvrir les discussions aujourd'hui, quelques pistes, et je voudrais les évoquer à partir d'une petite anecdote récente. Entre 2016 et 2018 a été conduite sous l'égide de collègues économistes de l'UMR à Mur, qui nous accueillent virtuellement, ce qu'on a appelé l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, l'EFES, pour le volet des services rendus par les systèmes marins et côtiers. Et dans ce cadre, Rémi Mongruel et Pierre Semama, qui sont deux collègues économistes à Amur, ont engagé une large enquête auprès de professionnels, de gestionnaires, d'associations qui étaient tous actifs sur les espaces marins et littoraux. Et il s'agissait
d'identifier parmi 13 écosystèmes marins et côtiers ceux qui concentraient le plus d'enjeux en termes de préservation de la biodiversité. Et de cet exercice, il est ressorti que les plages et cordons dunaires étaient considérés par la plupart des personnes interrogées comme peu importants sur le plan écologique, avec des scores proches des zones aquacolines extensives, par exemple, ou des fonds meubles. Et à l'inverse, par contraste, du plancton, considéré dans le cadre de cet exercice comme un écosystème en soi du fait de sa fonction nourricière, à l'inverse également des récifs coralliens ou des herbiers. Et les services écosystémiques que rendent les plages et les dunes apparaissaient au final assez difficilement identifiables dans les réponses de toutes ces communautés expertes. Alors cet exercice-là, il peut nous questionner sur 3 plans. Le premier plan, c'est l'écart. Est-ce qu'il est même possible de saisir avec un cadre comme celui des services écosystémiques les services que rendent les plages aux humains? Car cette petite expérience, elle met en exergue le contraste des réponses avec la multiplicité des formes de patrimonialisation dont les plages sont l'objet, des plus intimes et enchâssées dans la pratique affinitaire, familiale, jusqu'aux plus formalisées dans le cadre de la défense ou de la promotion par les communes, par exemple, de la beauté de leurs plages, de la qualité de leurs sables et de la nécessité de prendre soin d'elles. Les alimenter en sable quand elles leur paraissent en manquer, les garder propres, les rendre accessibles, les présenter avantageusement aux automobilistes ou aux promeneurs. Alors de quel patrimoine s'agit-il? De quelle propreté? De quels soins? Et à quoi tient-on au juste lorsqu'on tient à la plage? Les enquêtes qu'on a menées dans le Sud Finistère dans le cadre de Plages Vivantes viennent mettre en évidence les mouvements les plus contemporains de ces processus croisés et parfois contradictoires de patrimonialisation. Par exemple, Chiara Infantino, au terme d'une enquête menée auprès des gestionnaires et usagers des plages, a montré combien l'attachement à la plage comme paysage était indissociable de son caractère dynamique et qu'au sein de celui-ci, les laisses de mer, mobiles, changeantes, constituaient un attribut de naturalité et de typicité associé aux plages bretonnes. Axel Robin et Rosen Kosotti ont montré dans le même temps que ces laisses constituaient une matérialisation du mouvement des marées qui, quand le contact se noue avec elles, qu'il soit volontaire ou plus contraint, sollicite des affects contradictoires et suscite parfois des comportements d'évitement, de peur et de rejet. Le deuxième plan sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est celui de la reconnaissance des plages comme système vivant digne de ce nom. Est-ce qu'elles sont trop anthropisées? Est-ce qu'elles sont trop minérales? Est-ce qu'elles sont trop simples? Est-ce qu'elles sont le lieu d'une nature sans noblesse qu'on foule aux pieds? Est-ce qu'elles sont condamnées par la marchandisation dont elles sont l'objet? Est-ce que finalement il s'agit d'une catégorie plage qui n'est pas pertinente pour la pensée? Jusqu'à une période récente, c'est peut-être ce que ce petit épisode de l'EFES que j'ai évoqué contribue à mettre en évidence, c'est que c'est encore largement le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les plages ne sont pas, plus ou pas encore, considérées comme des écosystèmes qui importent dans le monde des savoirs experts. Les travaux qu'on a menés dans Plages Vivantes et dans le collectif Humanité Environnementale sur l'histoire de la gestion des plages montrent par exemple comment les algues échouées, ce qu'on appelle localement le goémon épave, devient laisse de mer au cours des années 2000 sous l'effet de plusieurs mouvements. D'abord, la reconnaissance institutionnelle à l'échelle européenne et dans le cadre des politiques de protection de la biodiversité, je pense à Natura 2000 bien sûr, la reconnaissance de son existence en tant qu'écosystème à part entière et la façon dont des acteurs locaux de la protection de l'environnement se saisissent de cette catégorie laisse de mer pour leurs revendications territoriales au nom des non-humains, comme prenons l'exemple d'un petit oiseau célèbre qui est le gravelot à collier interrompu en Bretagne. Et ensuite, le travail d'articulation des problématiques environnementales que les laisses de mer rendent possible, ce qu'on pourrait appeler leur agentivité. Elles permettent de faire exister et de faire vivre dans l'espace social des liens, c'est-à-dire de relier les enjeux de protection de la biodiversité et les enjeux de restauration des continuités écologiques. Sable dune, par exemple, quand on peut relier ça aux inquiétudes de plus en plus prégnantes dans les communautés littorales qui sont relatives aux risques côtiers et notamment aux risques ou aux angoisses de submersion. Faire cela, faire exister les laisses de mer dans l'espace social, c'est aussi œuvrer pour une discrimination plus grande entre ce qui est bon, les algues, les matières pourvues des attributs de la naturalité, et ce qui est mauvais, les macrodéchets anthropiques dans ce que laisse la mer. L'attention à l'évolution des catégories ordinaires à l'aide desquelles les usagers, les gestionnaires, les riverains vont mettre le monde littoral en ordre et
ou le rendre bon à penser est caractéristique des enquêtes de terrain qu'on mène sur le littoral. Et c'est à cette aune que nous interrogeons aujourd'hui sur le littoral de l'Atlantique, de la Manche, de la mer du Nord, les pratiques de gestion, les valeurs et les discours qui les fondent, et en particulier leur écologisation. Donc, on présentera les premiers résultats de cette patiente enquête. C'est difficile de collecter des réponses lors de notre seconde journée d'études qui sera discutée du coup qui aura lieu et au cours de laquelle on discutera ces résultats le 30 mars prochain. Et c'est le troisième plan sur lequel je voudrais insister pour finir. Dans l'exploration de ces écarts, de ces tensions, dans ces vacances, dans ces vacuités que les plages proposent, vont émerger et s'incarner des possibilités d'expérience et de recherche qui sont souvent vécues comme singulières, mais qui sont toujours inscrites dans un ensemble d'interactions et de normes sociales qui font des plages des lieux relationnels, des lieux du contact entre milieux, entre espèces, entre règnes. Au travers de qui et de quoi ces contacts se tissent-ils dans ces lieux? Est-ce qu'ils s'y élaborent de nouveaux modèles et de nouvelles pratiques de pensée qui soient moins dualistes, plus inclusifs, plus inscrits dans l'expérience sensible? Ou alors est-ce que les plages sont seulement des scènes passives de l'anthropocène? Et c'est là qu'on retrouve nos humanités environnementales. Parce que pour explorer ces questionnements, l'interdisciplinarité avec les sciences du vivant et plus largement une pensée du vivant qui soit plus holistique, qui dépasse les frontières disciplinaires et qui se nourrisse de la complexité de l'expérience, eh bien, elle est précieuse. En effet, l'une des voies théoriques qui s'offre à nous, c'est d'interroger les dichotomies dont Joanne a parlé, culture-nature, esprit-corps, inné-acquis, à partir le plus possible de bases empiriques, c'est-à-dire quand elles débordent dans la pratique. Et cet effort, il s'ancre dans une volonté de décloisonner d'un côté la théorie et de l'autre les pratiques, en travaillant en dialogue avec des acteurs de terrain, pour n'en citer que quelques-uns, des agriculteurs, des amateurs de nature, des artistes, des somatonautes, des militants. L'engagement dans un travail situé à partir des pratiques pose nécessairement des questions d'épistémologie et de méthodo. C'est à cet endroit que la pratique de l'art s'immisce dans la recherche parce qu'elle permet notamment de proposer des dispositifs expérientiels qui puissent décrire avec le poids de la main et sans taire l'engagement émotionnel qu'elles impliquent les relations qui sont tissées avec les milieux, avec l'altérité plus qu'humaine. L'approche esthétique comme pratique du sensible qui se développe sur ces problématiques anthropologiques, géographiques ou environnementales constitue l'une des voies par lesquelles on peut dépasser ce qu'on peut appeler un régime scopique. Alors, qu'est-ce qu'un régime scopique? C'est un régime qui se définit comme la pratique d'un regard raisonné et distancié sur des objets paysagers dont le rôle a été crucial dans la construction historique de la science classique, mais aussi de l'art. Et donc, l'approche esthétique, elle va chercher à décrire et à élaborer d'autres éprouvés somatiques. Les recherches en esthétique environnementale, elles portent une attention particulière à la corporéité de l'expérience et à ses implications éthiques. Habiter autrement son corps permet-il d'habiter autrement la Terre? Comment s'articule le penser, le sentir, l'agir dans les entrelacs du vivant? Et comment les expériences de nature situées débordent les grands dualismes occidentaux? Cette perspective de recherche imprègne les travaux que Julie Perrin, Vicky Hunter, Clara Breteau ou Stéphane Elmbrach nous présenteront aujourd'hui. Les artistiques du spectacle vivant, elles ont pour spécificité de construire des mondes qui sont à la fois des expériences partagées avec un public ou avec des pratiquants, des expériences de pensée et de pratique par la narration et des modalités d'exécution, mais aussi par des espaces de pratique qui affûtent les sens et l'attention et qui réfutent les modèles réductionnistes du corps et d'environnement en convoquant le vécu. Et c'est pourquoi ils ont dans ces journées une place si importante, une place en eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. La perspective que je viens de dresser à gros traits fait qu'on est dans un engagement à considérer notre travail de chercheurs et de chercheuses comme un projet avec une dimension politique, investi de responsabilité envers des processus d'émancipation, de résistance et de création qui nous entourent. Poser la question des usages et des pratiques va de pair avec l'affirmation que nos actions théoriques sont des actions pratiques qui s'insèrent dans des champs en dispute et des manières d'être et de faire monde. Cette attention à la diversité dans l'union collective, à la conception d'une unité des formes de domination dans la diversité de ces formes opérantes, constitue un trait d'union entre le geste écosomatique et la pensée écoféministe, telle que peuvent l'incarner par exemple des personnalités comme Marie-Judith Rest, Starhawk ou Ariel Saleh, trait d'union qui est depuis l'origine très structurant dans l'émergence des humanités environnementales.
Les plages seront donc, dans le contexte de ces journées, appréhendées dans une perspective transdisciplinaire, à la fois comme un continuum socialement et écologiquement problématique, comme des fronts écologiques et comme des espaces socialement construits d'expérimentation de nouvelles formes d'interaction avec les milieux naturels. Je vais maintenant vous présenter plus particulièrement le programme de cette journée, comment nous l'avons pensé. Donc, nous avons conçu le programme de la journée de sorte que les différentes interventions nourrissent cette perspective transdisciplinaire qu'Alix vient de nous présenter pour aborder la vie des plages ou la vie avec les plages dans sa complexité. Nous vous proposons au cours de la journée de nous déplacer progressivement d'une approche historique et anthropologique vers une approche ancrée dans les esthétiques environnementales et l'expérience sensible des estrans sableux. Si chaque intervention contribuera à éclairer notre compréhension des plages par son entrée disciplinaire, toutes ces contributions nous proposent aussi, chacune à leur manière, de dépasser ces horizons disciplinaires au travers d'ouvertures. Ces ouvertures nous invitent à complexifier et enrichir notre regard sur les plages et leur vie en dépassant les approches anthropocentrées ou écocentrées pour proposer des formes de symétrisation entre humains et non humains. L'un de ces dépassements ou une de ces ouvertures sera particulièrement développée aujourd'hui par une attention spécifique à la question du corps. Nous verrons au travers des interventions comment plage et corps s'interpénètrent et comment ces relations particulières proposent une lecture renouvelée des plages qui dépassent les limites ou les oppositions classiques évoquées par Alix et Joanne aussi. Alors nous tisserons ce fil tout au long de la journée en commençant par une approche ancrée dans l'histoire des plages à travers les contributions de Johan Vincent et Elsa de Vienne qui retraceront l'histoire sociale et environnementale récente de la côte ouest française et de la côte ouest états-unienne. Leurs contributions interrogent les transformations des plages au prisme de l'évolution de l'appréciation du rivage, de ses usages, des projections dont il fait l'objet et des modèles de corps qui s'y construisent. Donc pour commencer, nous écouterons Johan Vincent, qui est historien à l'UFR Tourisme et Culture à l'Université d'Angers, et qui nous parlera des corps sur le sable, de l'impossible bronzage à l'impossible plage dynamique. Il nous emmènera tout près d'ici géographiquement, pour ceux d'entre nous en tout cas qui sont ici à Brest ou en Bretagne. Donc il nous emmènera en Bretagne et en Vendée pour présenter presque 140 ans d'évolution des liens qui unissent les sociétés humaines aux plages à travers l'histoire de leur gestion. Il nous proposera de revenir sur la manière dont le mode d'occupation des plages par les corps humains a évolué au cours du XXe siècle en lien avec l'héliotropisme et le bronzage. Et nous verrons comment ces modes d'occupation ont fait évoluer la configuration matérielle et physique des plages pour se conformer à l'évolution de ces usages à travers le temps. Une autre approche historique nous sera proposée ensuite par Elsa de Vienne, qui est spécialiste de l'histoire des États-Unis et maîtresse de conférences à l'Université de Northumbria au Royaume-Uni. Elle nous plongera cette fois dans un autre contexte géographique qui nous est plus éloigné et pourtant d'une certaine manière assez familier. Donc, elle nous proposera une lecture originale à travers la célèbre série télévisée Alerte à Malibu d'ailleurs, qui a contribué à la renommée internationale des plages de la baie de Los Angeles. Donc, cette série a forgé une image des plages et des modèles de corps qui s'est diffusée partout à travers le monde dans les années 90. Et au-delà d'Alerte à Malibu, sa présentation aborde les plages de Los Angeles face aux défis contemporains auxquels elles sont confrontées depuis les années 70. Elle évoquera les décalages entre d'un côté ces images stéréotypées des plages angelines, dont j'imagine nous avons tous plus ou moins une représentation en tête, et de l'autre, j'ai un petit souci. Ah voilà, pardon. J'ai un petit souci avec Zoom. Et de l'autre, la diversité des problématiques environnementales auxquelles elles sont historiquement confrontées. En particulier, les défis les plus contemporains liés au changement climatique remettent en cause non pas uniquement la vie des plages, mais leur survie à court terme. Donc, ces deux premières présentations, avec une entrée historique, feront par ailleurs particulièrement écho avec l'actualité brûlante des plages dans le contexte international de la crise sanitaire et des privations d'accès pour les humains. Johan Vincent et Elsa de Vienne nous inviteront notamment à réfléchir sur la remise en question des modes d'usage et d'accès aux plages en tant que construits socio-historiques qui embarquent et questionnent en profondeur des formes d'attachement et des émotions associées à ces espaces particuliers. Par exemple, Johan Vincent évoquera la remise en question du droit d'occupation sédentaire par les corps de certaines parties de la plage.
Et Elsa reviendra sur la revendication d'un droit inaliénable d'accéder à la plage tel que les Californiens l'ont fait valoir durant la première vague pandémique. Alors nous aurons ensuite, après ces deux présentations plutôt historiques, une petite intermède vidéo. Pour préparer notre appétit avant la pause déjeuner, nous vous proposerons de visionner le court-métrage Boy de Rosemary Lee, qui date de 1995, et dont je ne dévoilerai pas ici davantage le contenu pour vous laisser le plaisir de la découverte. Et après le repas, nous nous retrouverons autour de la présentation de Stefan Helmreich, qui nous invitera à nous concentrer sur quelques fragments de ce qui arrive sur la plage, à savoir les vagues. Donc, Stefan Helmreich est professeur d'anthropologie culturelle au Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis. Et il s'intéresse à la manière dont les biologistes pensent à travers les limites de la vie en tant que catégorie d'analyse. Il nous plongera dans l'histoire de l'étude scientifique des vagues en Californie centrale et reviendra en particulier sur deux approches ancrées dans une domination de la nature par l'homme, l'une scopique, donc évoquée déjà par Alix, en prenant de la hauteur et en offrant des images des vagues vues du ciel par les avions puis par les satellites, et l'autre immersive, où l'affrontement avec les vagues offre l'occasion d'un récit héroïque du scientifique explorateur. Donc après cette immersion dans la mer pour regarder ce qui arrive sur la plage, Clara Breteau nous plongera dans un mouvement inverse d'immersion dans la plage en l'abordant en tant qu'espace d'élaboration d'un imaginaire sensible sur la mer. Donc Clara Breteau est docteure en géographie et esthétique environnementale et postdoctorante à l'université de Caen en Normandie. Elle évoquera dans sa présentation les relations intenses et étroites que les sociétés humaines entretiennent avec le milieu marin à partir d'une enquête ethnographique menée en baie de Seine à Catteville et Étretat. Depuis la plage et à travers son ancrage en esthétique environnementale, elle étudie les formes d'enchevêtrement des êtres de nature marins avec les sociétés humaines en les abordant comme une nourriture métabolique et affective. Une autre immersion dans la plage, sous forme de corps à corps, sera abordée par Victoria Hunter, qui est chercheure praticienne et enseignante en danse et chorégraphie située, Sight Dance en anglais, à l'université de Chichester au Royaume-Uni. À partir de la définition de ce que serait danser la plage et non danser sur la plage, Victoria suggère que la plage, en tant qu'espace particulièrement liminal, c'est-à-dire frontière entre terre, mer et ciel, nous invite plus que tout autre milieu à sentir les continuités entre nous et le monde par la connaissance expérientielle. La plage offre ainsi des invitations bien particulières, immersives et pénétrantes, qui rendent possible ce corps à corps avec la matière d'une richesse multisensorielle sans égale. Et enfin, nous écouterons Julie Perrin, qui est maîtresse de conférences au département de danse à l'Université Paris 8 Saint-Denis et chercheuse à l'Institut universitaire de France. Elle nous invitera à penser ce que recouvre l'expérience de chorégraphier pour un rivage, en s'appuyant sur des films qui présentent des approches chorégraphiques des plages et nous permettent d'aborder la relation réciproque entre ce que la chorégraphie fait à la plage et ce que la plage fait à la chorégraphie. Elle reviendra pour cela sur une courte histoire de la danse qu'elle nomme des vies chorégraphiques avec des plages avant de visionner 3 films chorégraphiques. Donc 2 films dont l'un est un extrait de film de la chorégraphe anglaise Rosemary Lee, donc la même auteure que nous visionnerons ce midi pour Boy. Donc ce seront les films Passage Fort Part de 2016 et Circadiane de 2019. Et un film de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues en collaboration avec Fernando Arias, donc Lia de 2015. Julie Perrin nous proposera de considérer le champ chorégraphique, tant ses œuvres spectaculaires que ses dispositifs expérientiels, comme le sujet d'une danse et non son décor. Voilà pour le programme de la journée. Voilà, nous vous remercions tous pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne et riche journée d'échange.